quel sera l'avenir de l'accueil individuel dans le cadre du service public de la petite enfance? C'est l'ambitieuse question à laquelle nos invités vont tenter de répondre ce matin. S'il n'est pas trop question de leur mettre la pression, il ne faut quand même pas se voiler la face. Il y a urgence à mieux accompagner l'accueil individuel, et ceci à plusieurs titres. D'abord parce que l'accueil individuel souffre d'une pénurie de professionnels. On en a déjà largement parlé, ce sera encore le cas cet après-midi, mais rappelons qu'à moyen terme, c'est quand même 300 000 places d'accueil individuel qui sont menacées. Ensuite, parce que l'accueil individuel, et plus particulièrement ses formes d'exercice, ont évolué. On le voit dans les MAM, dans les RPE, dans les crèches familiales ou les tiers-lieux, l'exercice regroupé a le vent en poupe. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une évolution qui satisfait les familles qui sont adeptes des solutions collectives d'accueil, mais c'est aussi une évolution qui satisfait certaines assistantes maternelles qui ont des nouvelles aspirations, moins d'isolement, plus de partage et moins de contraintes. Et pour autant, l'exercice regroupé n'est pas la panacée. On le voit avec les problématiques qui sont confrontées avec les crèches familiales, mais on le voit aussi avec la majorité des assistantes maternelles qui aujourd'hui exercent encore à domicile. Et dans ce contexte, les interrogations sont nombreuses. Comment va évoluer l'accueil individuel? Comment va-t-on pouvoir à la fois enrichir l'offre, répondre aux aspirations des pros et permettre aux communes de remplir leurs nouvelles obligations? Et les structures et les dispositifs actuels de l'accueil individuel sont-ils armés pour soutenir cette évolution ou va-t-il falloir les réinventer? Alors, pour répondre à toutes ces questions, et la tâche va sûrement être ardue, j'accueille aujourd'hui Nadine Pradier, qui est vice-présidente de la FEPEM et présidente de la commission Petite Enfance, Pauline Domingo, qui est secrétaire générale du comité de filière Petite Enfance et directrice du projet Service public de la petite enfance, Guillaume Roussier, qui est responsable du pôle Petite Enfance de la CNAF, Sandra Onisco, porte-parole de l'UFNAFAM, et Véronique Lupard, cofondatrice du collectif national des assistants maternels de crèches familiales. On devait aussi recevoir Madame Katzenmeyer, qui ne peut pas être absente aujourd'hui, qui est absente aujourd'hui en raison de difficultés de santé, mais Philippe Dupuis a très gentiment accepté de prendre le relais sur une impulsion matinale au détour d'un café ce matin. Donc il représente la CEP et il va venir répondre aussi à toutes nos questions, notamment sur les RPE et les crèches phares. Donc, peut-être pour commencer cette discussion aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par les grandes orientations pour l'accueil individuel dans le cadre du service public de la petite enfance. Et je vais vous donner la parole, Pauline Domingo. À l'heure justement où les contours du service public de la petite enfance deviennent plus clairs, quels sont ces enjeux pour l'accueil individuel? Ça fonctionne ? Ouais. Merci beaucoup de me permettre d'ouvrir cette table ronde. Vous m'aviez demandé de peut-être compléter par quelques données de cadrage qui reflètent aussi les enjeux du secteur. Donc on a beaucoup parlé des départs à la retraite, mais je voulais partager avec vous quelques données de cadrage complémentaires. Donc effectivement, c'est le premier mode d'accueil. 54% des places proposées en France sont le fait, en particulier d'assistantes maternelles. En revanche, c'est pas le premier choix des parents. Et voilà, je voulais cette seconde donnée de cadrage. Les jeunes parents, 20% souhaitent en priorité recourir à une assistante maternelle, alors qu'ils sont 30% à vouloir aller en crèche. Et donc, ça reflète le sujet du déficit d'image de l'accueil individuel, et donc un des enjeux. Troisième donnée de cadrage, la question du coût. Je voudrais vraiment qu'on repartage ensemble le fait que pour une famille, cela reste plus coûteux dans un certain nombre de situations de recourir à une assistante maternelle qu'à une crèche financée par la PSU. Pour un couple qui gagne 2 SMIC, ça coûte 2 fois plus cher. Autre donnée de cadrage que je voulais partager avec vous, juste une seule donnée sur la question des conditions de travail. Le taux horaire, la dernière enquête emploi, et je remercie, vous pouvez tous vous reporter à une publication récente de la CNAF sur la démographie et les caractéristiques des assistantes maternelles, qui rappelle que la durée moyenne hebdomadaire d'emploi est de 42 heures, donc 10 heures supérieures aux femmes employées, alors que leur taux horaire
reste inférieur au SMIC. Donc évidemment, c'est un sujet central pour nos orientations et les décisions qu'on doit prendre dans les prochaines semaines. Et puis, dernier élément que je voulais partager avec vous, j'ai été très frappée dans cette publication de l'évolution du type de professionnels, de leur configuration familiale sur les 10 dernières années. Les assistantes maternelles en couple avec enfants reculent en part, et les femmes sans enfants sont aujourd'hui 42% parmi les assistantes maternelles. Elles n'étaient que 23% en 2003. Donc en 20 ans, voilà, le type de professionnels et leur configuration familiale a changé, et donc ce qui sans doute nous oblige à penser aussi le changement de leur modalité d'exercice. Voilà, donc fort de ces quelques petits focus sur ces données de cadrage, voilà, je voudrais un peu redonner les grandes priorités. On ne fera pas le service public de la petite enfance sans les assistantes maternelles. C'est le premier mode d'accueil, mais donc il va falloir vraiment se poser la question de l'attractivité, de la qualité. Alors moi, je voulais partager les propositions qu'ont travaillé le comité de filière. Je crois qu'en priorité, on a le sujet de la modernisation et de la valorisation du statut des assistantes maternelles pour pouvoir continuer à les attirer, à les maintenir dans l'emploi. Donc la question qu'on a évoquée tout à l'heure de la valorisation des temps hors enfant, par exemple, qui n'est pas du tout pris en compte dans la rémunération des assistantes maternelles et fait partie des orientations pour l'accueil individuel. Deuxième orientation, c'est vraiment la question du travail, de restaurer la confiance entre les assistants maternels et les acteurs qui les accompagnent. Et donc, comment on arrive à lever les irritants, notamment avec les PMI, pour ne pas décourager à l'entrée dans le métier et au maintien dans le métier. Donc là aussi, une des orientations qu'on a proposées à la ministre, c'est de travailler à l'harmonisation des pratiques et voilà, la restauration du lien de confiance entre les PMI et les assistantes maternelles. Troisième orientation, la question de l'isolement. Donc je viens de le dire, les professionnels ont changé et donc comment on leur propose aussi des manières de travailler différentes. Et donc ça sera le sujet de la table ronde, le sujet de la diversification des modalités d'exercice et donc sans doute faire évoluer le secteur vers davantage de temps en regroupé. Quatrième orientation sont des orientations liées à l'accessibilité. Le service public de la petite enfance, c'est la promesse d'accéder à des modes d'accueil à des tarifs équivalents, en tout cas accessibles pour les parents. Et donc une des grandes réformes déjà actées, c'est la réforme du complément mode de garde pour harmoniser le coût que supportent les familles quand elles recourent à une assistante maternelle ou à une crèche. Et dans l'accessibilité pour les familles, on en parlera tout à l'heure, la mesure controversée de permettre une intermédiation entre l'assistante maternelle et le parent. Et enfin, dernière orientation dans le cadre des travaux sur le service public de la petite enfance, donc la cinquième, c'est comment on fait pour assurer le lien entre une offre privée où c'est le parent qui emploie l'assistante maternelle, comment on fait le lien avec ces futures autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant que sont les communes. Et donc là, on a un énorme chantier de travailler eh bien, le partenariat, peut-être le conventionnement, enfin de nouvelles manières aux assistantes maternelles et aux communes, futures autorités organisatrices, de travailler leur partenariat pour que les assistantes maternelles fassent pleinement partie de l'offre d'accueil sur les territoires dans le cadre du service public de la petite enfance. Peut-être avant qu'on embraye avec vous, Monsieur Roussier, Sandra Onisco, moi j'aimerais qu'on revienne sur un point que mettait en avant Madame Domingo à l'instant, et qui va être le cœur du débat aussi aujourd'hui, c'est l'évolution des modes d'exercice. Alors, est-ce que l'accueil de groupe regroupé, de ce que vous voyez sur le terrain, c'est une attente des professionnels aujourd'hui ? Alors, en fait, oui, l'accueil regroupé, c'est une attente aussi des familles et des professionnels. Mais moi, j'attire l'attention sur le fait de ne pas switcher l'un pour l'autre, en fait. C'est une vraie liberté qu'aujourd'hui ont les professionnels d'aller d'une MAM à un domicile, dans une crèche familiale, demain de peut-être rénover le modèle des crèches familiales aussi, d'apporter des moyens aussi au territoire vers des objectifs aussi.
en fait. Et je pense que tout l'intérêt, en fait, de ce mode d'accueil, c'est que comme il est présent sur les territoires, le HEFEA dit 7 assistantes maternelles, 7 communes sur 10, il y a des assistantes maternelles, tout l'intérêt, justement, c'est la proposition. Donc c'est très dangereux de se dire, la norme, ça va être ça, demain. Moi, quand j'entends, par exemple, on va multiplier les MAM, très bien, mais peut-être au détriment des asthmates à domicile, ça me gêne. Parce que, en fait, je pense que ça ne répondra pas à tous les territoires, ça ne répondra pas à toutes les assistantes maternelles. Vous voyez, donc il faut une multiplicité. Et puis enfin, pour laisser la parole, là, la question centrale, c'est quelle place dans le futur SPPE, le service public. Ça va pas être, vous l'avez dit, Madame Domingo l'a dit, c'est pas si simple, parce que effectivement, quelle autorité, puisqu'on sait par exemple aussi que les assistantes maternelles ont un agrément départemental, que les communes seront organisatrices. Moi, je me pose déjà des questions sur le nombre d'agréments. On sait aussi les difficultés des services de PMI pour suivre ces agréments, sur la longueur. Nous, on observe que maintenant, une assistante maternelle, du départ de sa demande à la fin de sa formation, donc au premier moment où elle va exercer sa profession, on n'est plus à 6 mois, on est à 9 mois, voire 1 an des fois, en fait. Alors pas partout, attention, je généralise, mais c'est le cas. Donc comment on fait? Alors j'entends tout le monde, j'entends on ne va pas mettre en place des groupes de formation s'il y a 3 asthmates, mais je pense que en fait, l'idée c'est de trouver des solutions. Voilà. Bonne transition du coup avec vous, Monsieur Roussier, aujourd'hui. Quel soutien apportent déjà les CAF à l'accueil individuel, peut-être aujourd'hui, si on peut faire un premier bilan un peu rapide, et comment la nouvelle COG, qui a donc été votée en juillet, va refléter les grandes orientations aussi dont parlait Madame Domingo tout à l'heure. Merci, bonjour à tous. La branche famille, elle apporte aujourd'hui déjà un soutien très systémique au secteur, et donc je vais m'attacher à montrer tous les leviers, certains leviers en tout cas qui sont à sa disposition, qui permettent de soutenir à la fois les professionnels, les parents employeurs et les gestionnaires notamment de crèches familiales et de relais petite enfance, et de montrer comment la COG 2023-2027 amplifie tous ces leviers et ajoute une touche d'innovation, puisque l'enjeu, et Pauline l'a évoqué, Sandra Onisco l'a évoqué, il va falloir qu'on arrive à renouveler les modèles, pas seulement soutenir l'existant, mais également renouveler les modes d'intervention. La première action de la CAF et de la CNAF, on le souligne rarement, donc je remercie Pauline Domingo de l'avoir souligné tout à l'heure, c'est de faire connaître, de produire de la donnée et de la connaissance. Pour l'ensemble des acteurs du secteur qui sont ici, je tiens à souligner les travaux donc, de l'Observatoire national de l'accueil du jeune enfant qui sont disponibles sur le site de caf.fr, et également les dossiers d'études et les essentiels qui sont régulièrement publiés. Pour le dernier état de la connaissance à jour, vous avez un dossier d'études très complet édité par la CNAF, qui est réalisé par Geneviève Cresson, François-Xavier Deveter et Julie Lazès, conditions de travail et d'emploi des assistantes maternelles employées par les parents. En 2022, un dossier d'études également réalisé par le laboratoire Experis sur les maisons d'assistantes maternelles. Donc il y a de la connaissance à jour et c'est le début de l'action. Je ne sais plus, je crois que c'est Jérôme Aubry qui évoquait ça tout à l'heure. Ensuite, la première action de la branche famille, c'est de soutenir la diversité des conditions d'exercice. Donc, pour reprendre le propos de Sandra Onisco tout à l'heure, il y a bien une action de soutien en direction de l'ensemble des conditions d'exercice sans exercer de choix préférentiel qui consisterait à dire qu'il y a un choix, un mode d'exercice préférentiel. Le soutien à la diversité des modes d'exercice, c'est déjà la solvabilisation via le complément du libre choix du mode de garde. Il y a 718 000 parents allocataires en 2021, ça représente 4,7 milliards d'euros versés. Et pour vous donner un ordre d'idée des grandeurs en jeu, c'est la moitié de la dépense de la branche famille en direction des modes d'accueil du jeune enfant, et c'est un tiers de la dépense publique totale en direction des jeunes enfants, enfin des familles avec jeunes enfants. La réforme du complément mode de garde qui va intervenir en 2025, elle est chiffrée aujourd'hui à 700 millions d'euros supplémentaires. Elle abaissera le reste à charge pour rendre accessible le mode d'accueil individuel à un nombre plus important de familles, et elle permettra d'amplifier les recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prestation étant plafonnée et forfaitaire, au-delà d'un certain nombre d'heures d'accueil, si vous continuez, vous n'êtes plus accompagné financièrement. Cette réforme-là, il faut se rendre compte de son caractère extrêmement puissant,
puisque pour les assistantes maternelles, c'est la possibilité d'avoir plus de parents employeurs, plus de typologies de familles capables de les employer, et sur des temps d'accueil plus importants. Et donc ce qu'on appelle de nos voeux, évidemment, c'est que ce soit une réforme qui soit capable de réenclencher une dynamique positive dans les entrées dans la carrière et dans la lutte contre la sous-activité. Ensuite, la branche famille verse la prime d'installation aux assistantes maternelles en début de carrière, en une seule fois. D'ores et déjà aujourd'hui, c'est le vote du conseil d'administration de la CNAF de juillet 2023, cette prime d'installation, elle a été doublée, voire quadruplée selon les territoires. Elle est portée à 1 200 € aujourd'hui et elle vise à lever les freins à l'installation. Pauline Domingo l'a évoqué tout à l'heure, les assistantes maternelles évoluent dans leurs caractéristiques. On n'est plus forcément aujourd'hui sur un modèle majoritaire de la femme avec enfant qui s'installe comme assistante maternelle, donc elle n'est pas nécessairement équipée. On pourrait dire d'ailleurs, il n'est pas nécessairement équipé, idéalement. Et donc, l'idée de cette prime d'installation, c'est pas d'être attractif. On n'attire pas quelqu'un dans un métier pour 30 ans avec une prime de 1 000 € au départ. Mais en revanche, on lève les freins à l'installation parce qu'il faut s'équiper en poussette, en équipement, etc. Enfin, il y a le soutien à l'accueil regroupé. Donc, depuis quelques années maintenant, les CAF versent l'aide au démarrage aux maisons d'assistantes maternelles. C'est 1 million d'euros en 2022. Et depuis 2021 et le plan rebond de la petite enfance, les MAM sont éligibles au plan crèche, c'est-à-dire aux subventions auxquelles y compris les micro-crèches sont éligibles. Ce sont 22 millions d'euros servis en 2022 pour plus de 2000 places. Donc on est sur des niveaux qui sont devenus considérables en termes de soutien à l'investissement. Dans le cadre de la nouvelle COGE, ce soutien à destination des MAM sera amené à évoluer. D'abord parce que le plan rebond, ce sont des mesures qui ont été conçues comme non pérennes. Donc on était sur un coup de pouce fort en 2021. Il faut maintenant le refondre, notamment parce que les maisons d'assistantes maternelles ne sont pas des crèches. Et donc l'idée, c'est de leur dédier un dispositif plus adapté aux caractéristiques qui sont les leurs et avec des enjeux de qualité importants. Soutenir la diversité des modes d'exercice et également faire connaître le mode d'accueil. On l'évoquait à l'instant, il y a un déficit d'image persistant et de manière générale, faciliter les relations entre les pros et les parents. Faire connaître les assistantes maternelles, ça passe notamment par le site monenfant.fr qui recense aujourd'hui à peu près 150 000 assistantes maternelles avec des fiches très à jour. C'est-à-dire que c'est des fiches où les coordonnées sont bonnes, les adresses sont exactes, elles sont géolocalisables, etc. D'ici fin de COGE, l'objectif c'est d'avoir, et la loi nous y aide, d'avoir 100% évidemment des assistantes maternelles référencées sur ce site. Accompagner les parents, c'est aussi, accompagner les relations parents-employés, c'est aussi évidemment l'action forte des relais petite enfance. En 2022, les CAF les financent à hauteur de 130 millions d'euros. Il y a plus de 3500 relais petite enfance en France. Et l'action, là aussi, de début de COGE, la plus forte, c'est la revalorisation du financement des relais petite enfance de plus de 4%, et surtout la perspective d'une hausse assez considérable des leviers de financement à l'investissement pour ces structures. Je passe vite parce que je pense que je suis long. Je tiens évidemment à souligner l'importance de Page Emploi Plus, qui est une offre de service conçue de façon commune entre la branche recouvrement et la branche famille de la sécurité sociale et qui vise à faciliter de façon très considérable, financièrement, administrativement, les relations d'emploi. Et enfin, la branche famille agit sur le volet de la qualité. C'est là aussi l'une des missions majeures des relais petite enfance. On évalue qu'en 2021, un tiers des assistantes maternelles en activité ont fréquenté des ateliers d'éveil avec des enfants. Donc on est sur un niveau de couverture très enthousiasmant qui pourrait s'améliorer. Voilà, ça nous donne des perspectives. Le référentiel des missions des relais petite enfance a été récemment revu. Un bilan en sera fait fin 2023 pour la première année d'existence et évidemment, c'est un référentiel qui sera amené à être renforcé sur les enjeux de qualité à l'avenir. Enfin, ce que je tiens à souligner, pour reprendre les mots de Sandra Onisco tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas un mode d'exercice de la fonction d'assistante maternelle qui s'est imposé aujourd'hui comme étant de nature à renouveler la profession. Le mode très majoritaire aujourd'hui, ça reste l'emploi à domicile. Celui qui est le plus dynamique en création, c'est celui des maisons d'assistantes maternelles, mais c'est très très inégal selon les territoires. C'est d'ailleurs pas adapté à tous les territoires et ça reste très minoritaire. Les crèches familiales que chacun appelle de ses voeux
connaissent néanmoins un déclin qui a l'air aujourd'hui inexorable, même si on va y pouvoir quelque chose. Donc, la branche famille va dédier des moyens, et c'est un fait nouveau, à l'innovation dans le champ de l'accueil individuel. Il faut parvenir à faire émerger, à consolider les modèles existants et à faire émerger des modèles qui demain permettront non pas seulement de décliner moins vite, mais de restaurer l'attractivité de la profession. Super. Merci, c'était pas trop long, ça allait. Ouais. Mais peut-être on va se retrousser un peu maintenant les manches pour rentrer dans le vif du sujet et notamment le sujet plus actuel qui est donc le projet de loi plein emploi qui va être voté dans quelques jours maintenant, si je ne me trompe pas, à l'Assemblée nationale, et notamment son article 10 qui va forcément avoir un impact sur l'accueil individuel. Et je voulais voir peut-être avec vous, Madame Domingo, ce matin, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il en retourne, quel va être l'impact donc, pour l'accueil individuel, et notamment, en l'occurrence, pour les RPE qui s'annoncent un peu comme la cheville ouvrière du service public de la petite enfance. Oui, alors rapidement, donc l'objectif du texte qui va être examiné au Parlement à partir de lundi prochain, c'était de dire on a besoin de clarifier le rôle de tous les acteurs qui interviennent sur le champ de la petite enfance, le département qui agrée, qui autorise, qui contrôle, la CAF qui finance, les régions qui forment, et puis les communes qui sont quand même en proximité des parents. Donc la principale nouveauté, c'est vraiment d'affirmer qu'il y a un chef d'orchestre local, que la politique petite enfance, c'est une politique de proximité. Et donc, on retient l'échelon territorial le plus petit, le plus près des familles. Et donc, l'idée est de confier aux communes ce rôle d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Donc, ça leur donne des compétences obligatoires de recensement des besoins d'accueil, des places disponibles, de planification du développement, de construire une stratégie en matière de développement des modes d'accueil, tant d'un point de vue quantitatif, qualitatif, sur l'accueil individuel, collectif. Et on leur demande également des compétences obligatoires en matière de soutien à la qualité d'accueil et d'information des familles. Et c'est vrai qu'en matière de soutien à la qualité d'accueil et d'information des familles, on a déjà sur le territoire des structures qui répondent à ces deux objectifs. Ce sont les relais petite enfance. Et donc c'est la raison, puisque les relais petite enfance ont ont deux missions, marche sur deux jambes, une mission d'accompagnement, d'information des parents sur l'ensemble des modes d'accueil, c'est la révision du référentiel qui a été récente, et la deuxième mission qui est d'accompagner, en particulier l'accompagner les pratiques professionnelles des assistantes maternelles. Donc on avait déjà cette structure qui maille déjà très bien le territoire. Guillaume l'a dit, plus de 3200 relais petite enfance. Plus de la moitié des relais petite enfance pratiquent l'itinérance. Donc, ce sont vraiment des structures qui sont agiles, qui se déplacent sur le territoire, qui vont au contact des assistantes maternelles. Et donc, le choix est fait de dire, pour exercer ces missions de soutien à la qualité d'accueil, d'information des familles, il faut que les communes se dotent de relais petite enfance de manière obligatoire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, parmi les communes de plus de 3500 habitants, on en a à peu près 160, un peu moins de 160, qui n'ont pas encore de relais petite enfance. Donc, il y a urgence de 10 000. Parmi les communes de plus de 10 000 habitants, il y en a à peu près 153, et beaucoup dans les Outre-mer qui ne sont pas dotés d'un relais petite enfance. Donc, on a un enjeu de maillage territorial. Et donc, on s'est assuré que dans la convention d'objectifs et de gestion, on ait aussi les financements pour couvrir ces territoires dans lesquels il n'y a pas de relais petite enfance. Et puis, ce qui n'empêche pas de continuer à améliorer le maillage territorial et d'atteindre des cibles. Et donc, on a négocié des cibles dans la COG d'augmentation des relais petite enfance qui devraient nous permettre d'atteindre
un animateur de RAM pour 57 assistantes maternelles, alors qu'on doit être à 1 pour 62 ou 63 aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a à la fois l'obligation du service minimum dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants et en complément, dans la COG, l'enjeu de continuer à mailler le territoire pour avoir une offre de service plus importante auprès des assistantes maternelles. Et il y a aussi, va se poser Absolument. l'épineuse question des missions nouvelles qui et pourraient donc, être celles des donc ça, RPE. vous avez tout à fait raison. Et donc, dans ce projet de loi, on a saisi l'opportunité de réfléchir, de se positionner pour essayer de répondre à la question des freins administratifs à l'accès à l'accueil individuel et aux assistantes maternelles. Guillaume vient de le dire, il y a eu un gros travail dans la loi de financement de la sécurité sociale 2023 pour lever les freins financiers, c'est la réforme du CMG. Et donc, mais pour autant, ça ne règle pas le sujet des freins administratifs. Quand on est allé sur le terrain avec Elisabeth Laitier dans le cadre du Tour de France, les ateliers des parents sur l'accès au mode d'accueil était édifiant. C'est compliqué, notamment pour les familles les plus modestes, d'accéder à un mode d'accueil. Quand j'étais à la CNAF, qu'on essayait de monter des AVIP ASMAT, je ne vous dis pas les difficultés à proposer à des parents qui sont eux-mêmes dans des parcours d'insertion de devenir eux-mêmes employeurs. Et donc, voilà, on a essayé de réfléchir à comment on peut lever ces freins administratifs, comment on peut aider ces familles, et donc de proposer que les relais petite enfance, qui sont un service gratuit, de proximité, puissent les aider, et tout en étant sécurisés juridiquement, et donc de pouvoir accomplir des démarches à la place du particulier employeur. Donc j'ai déjà répondu, voilà, on ne s'attendait pas à autant de virulence sur ce sujet. Je pense qu'il faut être serein. Il va y avoir des décrets d'application qui vont encadrer la mise en œuvre. C'est sans doute pour certaines familles, pas toutes. C'est évidemment avec le consentement mutuel des deux parties. C'est réalisé par des personnels formés, qui ont des compétences juridiques. On ne va pas mettre des éducateurs de jeunes enfants pour faire cela. Voilà. Donc j'espère qu'on arrivera à rassurer sur la mise en œuvre de cette mesure. Je sens que le topic Titi, plus d'un dans la salle. On va peut-être revenir plus tard là-dessus, Madame Dingo, mais Nadine Pradier, moi j'aimerais bien votre avis sur ces questions. Donc les RPE, plus de RPE sous peu et de nouvelles missions. Comment vous accueillez la nouvelle ? Bien. Non, c'est bon, ça a l'air de marcher, merci. Eh bien, écoutez, nous, les RPE, nous travaillons déjà avec eux et depuis de nombreuses années. Et ça marche très bien, tel que ça fonctionne aujourd'hui. Ce qui nous inquiète, enfin, ce qui nous pose question aujourd'hui, c'est qu'on puisse endosser au titre d'un RPE de nouvelles missions, et ce que nous, on appelle chez nous des missions mandataires. Vous l'avez compris, vous l'avez dit vous-même, ça peut porter problème, notamment sur des problèmes d'ordre de responsabilité sur le plan juridique. Donc, il va falloir trouver des spécialistes juridiques. Bon, on a déjà des problèmes pour trouver des assistantes maternelles. On va peut-être on va complexifier en cherchant des juristes sur la question. Cette disposition donc, du projet de loi que la relation entre le parent et le professionnel serait plus complexe, puisque la force de ce modèle aujourd'hui, c'est justement la liberté de pouvoir choisir son professionnel pour le salarié et le salarié choisir son parent et le parent, bien évidemment, de choisir son professionnel dans le cadre, je le rappelle, structuré et protecteur de la nouvelle convention collective à effet du 1er janvier 2022. Donc, les animateurs, on l'a dit, n'ont pas la capacité juridique, effectivement, pour effectuer cette mission, et cela risque de dégrader plutôt la qualité de service qu'offrent déjà les RPE. La force de notre secteur, et là, je réponds un petit peu à la dame qui a posé la question tout à l'heure, qui disait « je suis assistante maternelle, on n'est pas représenté ». Je suis la FEPEM, donc je représente les parents employeurs, mais je représente aussi le secteur, puisque nous avons la force dans notre secteur qui est le dialogue social.
et il est constant, il est dynamique et il est constructif. Les pouvoirs publics devraient plutôt s'appuyer là-dessus. Vous avez parlé, Madame Domingo, tout à l'heure, des salaires. Nous nous sommes réunis au niveau du dialogue social pas moins de 5 fois entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 pour la négociation des salaires. Donc je pense que le dialogue social va rester quelque chose d'important et d'incontournable dans la relation entre l'employeur et son salarié. Voilà pourquoi... pardon, je suis longue. Non, mais si vous n'êtes pas longue, mais je pense qu'en effet, ça fera peut-être un super topic d'ouverture pour plus tard. Moi, je voudrais qu'on reste un petit peu sur les RPE et peut-être soumettre aussi cette question à Philippe Dupuis et à Sandra Onisco aussi par ailleurs. Comment vous envisagez l'élargissement des missions potentielles des RPE, notamment en termes d'animation, de recrutement, de référentiel, votre position sur ces missions à venir? Alors, Jean, bonjour. Non, la position, après, elle a été complexe parce que tout simplement, on a compris qu'à un moment ou à un autre, on cherchait un système d'information auprès des familles et d'améliorer, entre guillemets, la relation entre les modes d'accueil et les familles. Et du coup, dans la boîte à outils qu'il y avait pas 50 éléments, et le relais petite enfance est apparu comme, entre guillemets, le système qui permettrait de résoudre tout. Alors qu'on avait, là je parle en tant que tête de réseau, la facilité de mettre en place les relais petite enfance, au départ qui s'appelait quand même RAM, relais assistante maternelle, donc qui avait gardé cette application assistante maternelle, et un endroit où on pouvait discuter et travailler aussi bien entre parents et professionnels sur la particularité de l'accueil individuel. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire en place. L'atelier d'avant, c'était sur la qualité d'accueil. Justement, dans quelle mesure on contribuait à cette création de qualité d'accueil, spécifiquement, sachant que dans le secteur, c'est assez complexe de mettre en même temps des assistantes maternelles avec d'autres professionnels de petite enfance. J'en parle en connaissance de cause, étant vraiment dans l'accueil collectif. Et parfois, il y a aussi à dépasser certaines façons de procéder ou de qualifier le travail qui est fait en accueil individuel par rapport à l'accueil collectif, avec toujours cette façon de penser que peut-être c'est de moins bonne qualité ou autre dans l'accueil individuel plutôt que l'accueil collectif. Et c'est vrai que les RPE, en tous les cas les RAM, avaient la vision d'essayer d'avoir un endroit où on pouvait inventer des ponts, mais tout en préservant cette particularité de l'accueil individuel. Et ça, on y était assez attachés, surtout en termes d'association, parce qu'en termes de lien social sur un territoire, c'était là aussi où pouvait se nouer des liens avec l'accueil collectif. Et là, la CEP était plutôt moteur, parce que justement, cette dichotomie-là n'avait pas de sens pour les parents. D'accord ? À part ça, je vais faire un point avec les crèches familiales. Oui, les crèches familiales étaient aussi l'outil qui aurait pu être sorti pour résoudre des problèmes de relations, entre guillemets, difficiles, parce que la relation qui est liée à l'employeur salarié, et du coup la crèche familiale était exactement l'outil qui évitait ça, puisqu'il y a un tiers qui existe. Après on peut le rénover, on peut ça, mais c'est pas cet outil-là qui a été sorti. Et voilà, après, disons que tout ça, on voit bien que c'est en pleine évolution. Ceci dit, dans la complexité vue du côté des familles, c'est énorme. C'est-à-dire que même en termes de vocabulaire, la crèche familiale est vraiment l'impensé qui a eu lieu dans la réforme Norma, entre guillemets, et tout, parce que on n'a pas non plus réussi à résoudre les MAM, est-ce qu'on les met dans l'accueil collectif ou l'accueil individuel. On a maintenu les crèches familiales dans l'accueil collectif, sachant que c'est l'accueil collectif, mais avec des attendus différents de la part des parents, d'avoir un lien très privilégié avec un professionnel dans son domicile, qui n'est pas du tout le même cas qu'un lien avec un professionnel dans un cadre collectif. Et du coup, ça c'était... il faut qu'on arrive à préserver les atouts de chacun, mais en gardant cette façon de penser, mais globalement, le lien juridique n'étant pas de la même nature, évidemment qu'on est obligé d'avoir des professionnels qui accompagnent ça, qui ont des compétences différentes. C'est évident que quand on accompagne un parent qui va devenir employeur, c'est pas la même chose que quand on accompagne un parent qui est en train de choisir un mode d'accueil dans lequel il va avoir à choisir plus facilement des histoires de pédagogie ou autre. En tous les cas, on lui a résolu le problème
de l'employeur, c'est juste un contrat qui va signer, et même après je ne mets pas de côté cette histoire de contrat, mais globalement, c'est pas de la même nature, mais voilà, c'est pour ça que la complexité avec la diversité et quand même le maintien de ce que, entre guillemets, il y a des façons d'accueillir un enfant, une famille qui doivent être pensées différemment en fonction de son niveau d'évolution, ça doit être pensé. Voilà. Et puis tout bêtement, une concurrence. C'est-à-dire que quand on prend un enfant à 3 mois qui arrive dans une crèche, des parents voulaient réserver leur place et être sûr d'avoir cette place en crèche à 3 mois. Et donc, même s'ils savaient que c'était peut-être mieux avec une assistante maternelle, et puis après de penser l'accueil collectif, tous ces ponts-là, on n'a pas réussi, même nous, un réseau comme le nôtre, à les inventer d'une manière fluide et constructive, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et évidemment, du coup, en contre-coup pour les professionnels. Peut-être juste pour revenir aussi, Philippe Dupuis, sur ces nouvelles compétences en fait, qui seraient attendues de la part des animateurs de RPE. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on sait que la majorité des animateurs de RPE sont des EJE. Est-ce qu'ils seraient aujourd'hui à même d'aller vers des missions d'accompagnement dans des formalités administratives? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes aussi de recrutement? Est-ce que ça ne va pas poser aussi des interrogations, finalement, du côté des professionnels des RPE qui n'ont peut-être pas non plus envie de voir évoluer leur métier dans ce sens, parce que c'est aussi une question, là encore, de cœur de métier, finalement, pour ces animateurs. Alors, je pense que les animateurs qui sont en ce moment en poste dans les RPE, pour certains, le font d'une manière, je dirais, pour fluidifier les relations, mais pas d'une manière professionnelle, au sens où ils garantissent quelque chose. Donc ça, après, c'est toujours un peu compliqué par rapport à ça, et ça rejoint les soucis juridiques qui peuvent être liés à ça. Après, on ne peut pas non plus penser d'une manière dichotomie complète entre l'aspect juridique du contrat de travail et ce qui va être mené dans le cadre de la mission. On ne peut pas complètement dissocier les choses. On est assez attentif en ce moment dans la petite enfance à ce que les personnes qui prennent les décisions soient des professionnels petite enfance. Et on y reste encore attaché, nous, au niveau de la CEP, en tous les cas, à ce que ce soit les derniers décideurs, d'une manière ou d'une autre, pour ce qui va se passer autour de la qualité d'accueil, pour la contrôler, pour la mettre en œuvre, soit menés par des professionnels petite enfance. Mais du côté, du coup, du contrat de travail, on ne peut pas non plus... il faut instaurer un dialogue, parce que c'est obligatoire, entre le professionnel petite enfance qui va accompagner la famille, dans un choix, tout simplement parce qu'on ne peut pas se réfugier uniquement derrière un contrat de travail. Le contrat de travail, c'est juste l'outil au service, en fin de compte, d'une meilleure qualité d'accueil, ou de d'une prise en compte de l'accueil de l'enfant au sein aussi bien du professionnel que du parent, que de l'enfant, et ainsi de suite. Donc du coup, ce triangle-là, il est obligatoire, et on ne pourra pas penser les choses complètement avec d'un côté les juristes et de l'autre côté le professionnel de petite enfance. Il va falloir inventer des ponts, et c'est pour ça que nous on parle parfois de nouveaux métiers, de nouvelles façons de penser, parce que de toute façon, un professionnel de petite enfance qui est en train d'inventer un mode d'accueil pour cette famille-là le plus adapté, il va bien falloir qu'il prenne en compte le contexte juridique de comment on fait pour l'accueillir. Donc de toute façon, et le contexte juridique, il va bien falloir qu'il imagine qu'à certains moments, 35 heures par semaine, ça n'a peut-être pas de sens. Il faut qu'on invente les choses autrement. Les horaires sont... c'est très complexe. Là, je parle souvent dans l'avenir des crèches familiales où on vient juste là de réussir à ce que dans la convention collective à l'ISFA, il y ait un volet pour les crèches familiales. Le temps qu'il nous a fallu près de 10 ans pour comprendre comment on pouvait faire, parce que c'est un statut qui est complètement à part en ce moment dans le droit du travail. Et les ponts entre le droit du travail qui a été mis en place pour les assistantes maternelles et le droit du travail commun, des salariés communs, est tellement éloigné à certains moments que c'est super compliqué. C'est une vraie compétence à avoir pour essayer que tout ça se lie toujours au bénéfice en tous les cas. Voilà. Et puis alors après, pour la qualité de vie au travail, là, on est...
laisserai Sandra en parler mieux que moi. Mais Alors, voilà, je me permets de vous interrompre, Monsieur Dupuis, parce que Nadine Prady, à côté de moi, je la sens s'impatienter. Elle veut prendre la parole sur le sujet. Donc, je vais lui donner la parole. Et peut-être après, Sandra Onisco, si vous pouvez aussi revenir sur l'évolution qui est prévue des RPE et sur l'impact que potentiellement ça pourrait avoir pour les assistantes maternelles et notamment la relation qu'elles vont avoir, elles, avec les RPE. Merci. Oui, juste une petite chose, c'était pour dire que, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, bien évidemment, mais ça existe déjà. C'est ça que je ne comprends pas. Cette fonction existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les RPE, vous avez le tout, c'est de le faire savoir. Il y a un problème en France aujourd'hui, et pas que dans nos métiers, c'est qu'il faut faire savoir les choses. Aujourd'hui, nous travaillons dans le secteur avec les RPE et nous assumons la responsabilité de la relation entre l'employeur et le salarié, notamment dans le cadre du contrat de travail, notamment dans le cadre des CPT, des commissions paritaires territoriales, etc., etc. Je pourrais vous en donner d'autres, mais je pense que il faudrait peut-être faire travailler ce qui existe déjà, l'améliorer bien évidemment. On est prêt à contribuer à l'amélioration, c'est le but du jeu. Mais ça existe depuis déjà des années et on y travaille. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer. Sandra Onisco, pardon, sur l'évolution des RPE pour vous. En fait, c'est vrai que le sujet n'est pas simple. C'est pas simple, compliqué. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier le contrat de l'accueil. Et la qualité d'accueil, c'est finalement la qualité de toutes les relations, celle d'un professionnel de l'enfance avec une famille et celle d'un salarié avec un employeur. Mais vous voyez, le sujet n'est pas simple parce que, en fait, si je vais plus loin, en fait, la posture de l'assistante maternelle, son accompagnement, il doit se distinguer même, en fait, lorsqu'elle a un temps d'échange avec une famille, avec un parent, et lorsqu'elle a un temps d'échange avec son employeur. C'est pas la même chose. Et c'est tellement compliqué. Et en fait, je comprends en fait la réflexion, la loi travail, etc. Je comprends pas. Après, c'est vrai que si je reviens sur le côté pourquoi on a été virulent, en fait, en tout cas mécontent, c'est parce qu'il y a un comité de filière et d'un seul coup, on est sur une loi travail où finalement, on ne demande pas notre avis. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais finalement, pour moi, en fait, si ça me touche autant, si ça nous touche autant, c'est que le relais petite enfance, c'est très précieux pour les assistantes maternelles. Et si c'est précieux, ça veut dire que ça doit engager une réflexion de qualité. Et je fais un lien ce matin, on nous parle du temps. C'est vrai qu'il faut éviter, il ne faut pas se précipiter, mais ça fait longtemps qu'on attend aussi, c'est vrai. Et en fait, pour les assistantes maternelles, je trouve que le temps est très long, parce que toutes ces petites choses-là, vous voyez ce que je veux, c'est tellement mis sous silence que finalement, on en parle peu. Et je pense que c'est la même chose pour les relais. C'est-à-dire que les choses qu'ils font se tricotent tous les jours et ça prend un temps de malade. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai face à moi une famille qui veut, et vous l'avez dit, c'est vrai, en priorité une crèche, eh ben, le relais, il va ramer, pour expliquer, mais pas pour convaincre, mais dans le sens d'être objectif, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment ce mode d'accueil qui convient à votre enfant, etc. Est-ce que vous connaissez l'accueil individuel, voilà. Et donc ça prend du temps. Ça prend du temps, et je pense que ce temps aujourd'hui, il n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que finalement, on se dit, on met des choses sur un référentiel et clac. Et donc ça, effectivement, alors non, mais je fais un raccourci. Voilà. Je sais que c'est pas simple pour vous, mais c'est pas simple pour nous. C'est moi qui ai le micro. et donc, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de porte-parole des relais. Je me fais un peu le porte-parole, mais ils prendront la parole aussi dans la salle. Je pense que effectivement, nous, ce qu'on souhaiterait, en tout cas pour les assistantes maternelles, parlons à leur place, c'est que ce temps-là, ce temps de la qualité, de réflexion de la qualité. Parce qu'il n'y a pas grand-chose pour les asthmates. Monsieur est un trans en colère, mais c'est vrai. Mais en fait, nous, on questionne la question des moyens aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs. Il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de référence santé inclusive. Voilà, il y a très peu de formation. Il y a peu de temps où les assistantes maternelles peuvent prendre du recul. Je ferme la parenthèse. Ce temps-là,
eh bien, il est là dans les relais aujourd'hui. C'est eux qui vont l'offrir, c'est eux qui inventent, c'est eux qui créent, avec tout le monde, un ensemble d'acteurs, c'est pas les seuls, mais on peut pas leur faire porter tout aujourd'hui. C'est pas possible. Parce que de toute façon, on peut pas être plus intelligent en une seule tête qu'en plusieurs. 2, il y a une question de posture. Vous voyez, c'est pas une question de compétence, c'est une question de posture. C'est-à-dire, si j'accompagne un professionnel dans sa qualité d'accueil vis-à-vis de l'accompagnement d'un petit être et d'une famille en fragilité parce qu'il confie ce qu'il a de plus cher, je ne peux pas avoir une posture de juriste. C'est pas la même chose. Peut-être un dernier mot sur les RPE, Sandrine Domingo, Pauline Domingo, excusez-moi, avant qu'on passe la main à Véronique Lupart sur les crèches familiales. Mais j'imagine que là, vous avez entendu quand même les inquiétudes des uns et des autres, qui ont quand même bien résonné ces derniers temps, depuis quelques semaines. Alors, est-ce qu'il y a des garde-fous qui vont pouvoir être mis en place ? Moi, je voudrais dire d'abord, nous, ce qu'on a entendu pendant la concertation, c'est vraiment pour les parents, le besoin de sortir de solutions digitales. Enfin, en gros, les parents qui sont avec de jeunes enfants, ils ont besoin d'être dans des relations de proximité, d'échange, de parler avec des vrais gens, et donc d'avoir un endroit qui a pignon sur rue. Et donc c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'autres structures. Donc il y a les services des mairies qui vont recevoir les familles lors des qui recherchent un mode d'accueil. Mais c'est vrai que du coup je pense qu'on est tous très attachés au relais petite enfance comme vraiment service de proximité qui correspond vraiment à ce dont les assistantes maternelles ont besoin. Tu l'as dit sur la fréquentation des ateliers d'accueil, et sur ce dont les familles ont besoin. Et ce qu'elles nous disent, c'est qu'on veut voir des vrais gens, on veut vraiment parler de nos besoins, chaque naissance est différente, etc. Voilà, donc je pense qu'il faut choyer les relais petite enfance. Et donc je pense que loin de nous l'idée avec cette mesure de faire tomber l'édifice, c'est plutôt de dire on a identifié un irritant sur les freins administratifs, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour les lever ? Et donc les garde-fous, ce sera évidemment l'écriture des décrets d'application qui seront concertés, on l'a redit avec le comité de filière petite enfance, pour qu'on regarde quasi en mode expérimental quels sont les relais petite enfance qui auront envie de se lancer dans ce type de projet. Parce que voilà, il faut que ça corresponde aussi au projet social du relais petite enfance que de se lancer dans ce type de démarche. Quels sont les garde-fous en termes de référentiel d'emploi derrière? Quels sont les garde-fous en termes de nombre d'animateurs disponibles dans le RPE, dans le relais petite enfance? Voilà, peut-être ça peut être aussi sur des durées limitées pour aider le parent à l'amorçage de sa relation de travail. Voilà, peut-être pas sur tout le temps de la durée du contrat, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il faut dédramatiser le sujet. On est là plutôt pour se dire, on lève un irritant pour faciliter l'accès pour les parents et essayer d'augmenter aussi le nombre de parents susceptibles de recours à une assistante maternelle. Et c'est très complémentaire des mesures d'accessibilité financière qui devraient ouvrir à des familles plus modestes l'accès à l'accueil individuel. On verra avec la salle peut-être si on a dédramatisé ou pas la question tout à l'heure. Pour continuer sur notre discussion, on va peut-être maintenant aborder la thématique des crèches familiales. C'est vrai que là, on commence à beaucoup parler maintenant des modes d'exercice regroupés. Et historiquement, les crèches familiales, c'est quand même un de ces modes. Deux questions du coup pour vous, Véronique Lupart, là-dessus. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous rappeler en quelques mots comment fonctionnent ces structures pour les personnes qui ne seraient pas tout à fait familiarisées et les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui en tant que représentante des crèches FA? On sait que c'est des structures qui sont en très grande difficulté depuis maintenant quelques temps. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel est le problème ? Alors bonjour à toutes. Donc je m'appelle Véronique. Je vais d'abord me présenter parce que je stresse un maximum. Non, Madame Lessier. Je suis assistante maternelle de crèche familiale depuis 2009. Je n'ai été qu'assistante maternelle de crèche familiale depuis 2009.
et je vais rebondir de suite sur ce que M. Dupuis a dit. Il a employé crèche familiale à l'imparfait. Et ça, c'est super désolant que ces crèches ne soient pas mises en valeur et n'aient pas été choisies. Plutôt que le RPE, ça aurait peut-être fait moins débat, d'ailleurs, de valoriser. Si, parce que, enfin, je pense que Mme Domingo ne sait pas où je veux en venir, mais je pense que la crèche familiale, on parle d'accueil regroupé, elle l'est. La qualité d'accueil, les contrôles, l'enfant, les transmissions, c'est important. On parle de taux de remplissage aussi. On n'a pas abordé ce sujet tout à l'heure. Et c'est embêtant parce que dans les crèches familiales, c'est ce qui bloque. C'est la PSU, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée aux crèches familiales, parce qu'on a un taux d'encadrement de 1 professionnel pour 4 maximum. Donc au niveau qualité de l'accueil de l'enfant, tous les voyants sont ouverts. Je suis persuadée, alors je sais que je vais le montrer que sous un jour idyllique, la crèche familiale, mais c'est un très bon mode d'accueil. Mais vraiment, j'en suis persuadée. Je sais, merci. Je sais que beaucoup de professionnels sont d'accord, mais malheureusement, il n'y a pas de soutien. Et je vais vous donner qu'un seul chiffre. En 2010, il y avait 24 000 crèches familiales. En 2022, il n'y en a plus que 12 000. Donc c'est incompréhensible, enfin pour moi, parce que je ne suis pas qualifiée pour répondre du pourquoi, du comment. Alors la pénurie, certes, de professionnels, l'âge des professionnels qui se sont investis dans les crèches familiales, mais ne croyez pas que les assistantes de crèches familiales ne sont pas conscientes des problématiques. Elles ont du bon sens. Et le bon sens, des fois, ça empêche d'être pessimiste. Et elles veulent que ça bouge, elles veulent que demeurer, parce que si elles ont choisi d'être en crèche familiale, c'est justement pour avoir ce contrôle. Elles le pensent plus comme un accompagnement. Et c'est important, puisque de nos jours, on parle de cette qualité, de la culture du contrôle, et il faut faire avec ces crèches familiales, il faut les relancer, il faut trouver un moyen financier, ou même pas seulement financier, parce que le statut de l'assistante maternelle, il n'est pas bon. Mais il y a au moins, chez le particulier employeur, il y a une convention collective. Des deux côtés, il y a des représentants, que ce soit dans l'employeur ou du salarié. Pour les crèches familiales, le statut, et je sais que la DGCS y travaille, je la remercie. On lui a envoyé une bonne dizaine de pages avec des questions juridiques cette fois, parce que je pense que même si le juridique n'est pas au premier plan, sur les crèches familiales, c'est ce qui résoudra tout, avec une revalorisation des salaires. Mais si elles ont un vrai statut, si elles sont reconnues comme de vrais professionnels et qu'elles ont une mission de service public, parce que ces assistantes maternelles, elles veulent être reconnues pour ce qu'elles sont. Elles veulent bien, par exemple, être payées un peu moins que les asthmates du privé, mais elles veulent être reconnues dans une mission de service public. Voilà. Peut-être Philippe Dupuis, vous accompagnez aussi des crèches familiales à la CEP. Quel est votre regard justement sur les difficultés qui ont été soulignées par Véronique Lupart? Est-ce qu'on a donc les difficultés, si je comprends bien, de statut des asthmates, de la PSU? Est-ce que vous voyez aujourd'hui d'autres explications au fait que, en effet, les crèches familiales soient en déclin persistant et au point où la moitié des structures ont fermé en quelques années maintenant? Alors nous, dans le réseau, il n'y en a qu'une dizaine.
parce que justement on a été touché de plein de fois, et puis globalement plus de 80% des crèches familiales, parce que historiquement sont des structures municipales, ont vraiment été portées par les municipalités et d'une manière très forte. Donc il y a souvent les communes importantes avaient des volets, un panel de crèches familiales qui était important. Typiquement la ville de Toulouse, là, qui aurait dû témoigner, ils en ont encore facilement une dizaine, voire plus. Et ça fait partie des communes qui sont encore restées ultra actives sur le maintien des crèches familiales, les mobiliser, en parler, expliquer aux familles ce que c'est, et ainsi de suite. Donc du coup, voilà. Après, nous, la difficulté qu'on a là, ça a été tout le temps de combiner le statut et donc la difficulté du statut. Après, le problème économique, faut pas le nier. Le problème économique, il est entier, parce que sans soutien très très important d'une commune, une crèche familiale n'était pas viable. PSU ou pas PSU d'ailleurs, c'était même pas, avant la PSU, on avait aussi déjà des difficultés financières pour financer les crèches familiales. Donc la question financière, elle est importante. Et puis après, ça a été tout le travail dans certains quartiers de faire que on offre aux assistantes maternelles un cadre de travail, ce que dont vous témoignez, plus clair, mieux cerné et beaucoup plus précis dans les attendus, avec cette relation d'une direction qui est toujours quelque chose qui est assez complexe dans certains territoires. Okay. Après, voilà, nous on est comme les autres, on est rencontrés, il y a des endroits où ça se passe super bien parce qu'il y a une culture du territoire, et puis d'autres endroits où une fois que la culture est partie, a disparu, pour la remettre en place, alors là c'est très très compliqué. Je vois Véronique Lupart qui veut réagir à votre interaction, et après je voudrais vous donner la parole aussi, Monsieur Roussier, sur cette question du coût des crèches familiales. Si vous pouviez aussi un peu nous donner des perspectives là-dessus, parce qu'on voit on a la sensation en tout cas historiquement que c'est des structures qui sont très onéreuses, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Mais je vous laisse d'abord réagir, Véronique. Oui, c'est sur les difficultés des crèches familiales. Donc je voulais rebondir, c'est que tout a déjà été dit en 2017, lors d'une enquête, je ne sais pas si on peut appeler ça un rapport de la DGCS, et vraiment tout a été dit, oui, sur les difficultés rencontrées par les crèches familiales. Donc la première, c'est le statut. Je reprends leurs termes, parce que je ne vais pas l'inventer. On l'a lu, relu à plusieurs reprises au sein de notre collectif. Le statut lisible, ils ont même donné les solutions, donc ils ont super bien travaillé, puisqu'ils ont trouvé les solutions. Le deuxième frein, c'était la diversité des pratiques d'accompagnement des assistantes maternelles, donc le contrôle, mais bon, moi je suis persuadée que ça aussi, c'est facile d'enlever, en employant un autre mot que contrôle. Voilà, on dit accompagnement, et c'est comme la critique. La critique, elle est toujours positive. Je rebondis sur le monsieur qui a intervenu à moult reprises, mais la critique, elle peut être positive, juste quand elle n'agit pas sous l'effet de la colère. C'est parce que je pense à mon dernier APP qui était savoir gérer la colère des enfants. Donc, dans les crèches familiales, on a la possibilité d'avoir beaucoup de formations. Voilà. La troisième, je reviens sur l'enquête de la le rapport de la DGCS. C'était le problème de gestion et de coûts. Donc ça correspond au monsieur de la CAF. Donc au sein du collectif, on a essayé de les interroger. Soit on a rencontré par visio une équipe de la CNAF, et on a également plusieurs rendez-vous avec des directeurs de CAF qui veulent bien nous écouter, parce qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi on a laissé mourir ces crèches familiales. Parce que moi, j'ai pour habitude de parler, comme chacun, donc pas trouver des mots, on les laisse mourir, mais on est tous responsables de cette... donc la volonté, elle peut être politique, ça certes, mais elle est aussi les parents qui ne, comme je dis souvent, qu'on ne leur propose pas la crèche familiale, ils veulent d'abord
la crèche collective. Moi, je travaille au sein d'un multi-accueil. Ma directrice, elle va me dire « Ah, ils ont choisi le collectif ». Mais je leur ai proposé. Par contre, une fois qu'ils sont venus dans la crèche familiale, c'est pour ça on a beaucoup de fratries, et ben, ils y ont goûté, ils y restent. Donc, bon, sur ça, il n'y a pas de souci. La crèche familiale, c'est un bon mode d'accueil. C'est même un merveilleux mode d'accueil. Aussi pour les asthmates, puisqu'elles sont accompagnées. Elles n'ont pas de problème d'impayés avec leurs employeurs. Non, ça n'existe pas dans la crèche familiale. Pour le parent, c'est pareil. Il n'a pas ce problème-là. On ne parle que de l'enfant. On ne va pas avoir double casquette. Lors des transmissions, c'est basé sur l'enfant. C'est pas « Ah, vous êtes en retard ». Non. Ou alors « Ah, demain, il va falloir me payer ». Non, 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 ça ne va pas être ça. On va parler de l'enfant, seulement l'enfant. Donc, les voyants sont tous au vert pour les crèches familiales. Et le quatrième frein, c'était la méconnaissance de ce mode d'accueil qu'avait relevé la DGCS. Eh bien, faisons de la pub. On va peut-être y revenir après, Madame Lupart, mais du coup, Guillaume Roussier aussi, question sur le coût de ces structures. Est-ce que réellement les crèches familiales, elles sont plus onéreuses que les autres? Et peut-être après, on pourra revenir un peu tous ensemble, et là j'imagine que chacun aura son mot à dire là-dessus, de pourquoi on laisse mourir des crèches familiales quand même. Alors comme sur le coup, je vais être un peu déceptif, je vais juste revenir sur un point en relation avec les missions des relais petite enfance. Ce que vient de dire Véronique est très important pour souligner le virage qui a été pris par les relais petite enfance du point de vue des parents, c'est-à-dire être en situation de renseigner sur l'ensemble des modes d'accueil. Les parents, ils viennent parce qu'ils veulent une place, et en fonction des ressources du territoire, on peut leur présenter tout ce qu'il y a. Si on est dans la logique antérieure, peut-être du RAM ou du guichet de ville, on vient parce qu'on veut une place en crèche, on vient parce qu'on veut une asthmate. Là, on veut une place, et là où il y a des crèches familiales, je pense que les relais petite enfance sont en capacité de montrer toute la valeur, on va dire, et la spécificité de ce mode d'accueil et la sérénité notamment qu'il apporte. Sur le plan des coûts, alors en 2022, il y a 514 crèches familiales qui sont exclusivement crèches familiales, et on recense avec quelques pincettes sur ce chiffre, 150 crèches qui sont à la fois crèches collectives et crèches familiales. La grosse difficulté tient au nombre de places que ces crèches offrent. Les CAF disposent d'une donnée qui est celle de l'agrément. Il se trouve que ces structures, historiquement, parfois depuis quelques décennies, n'ont pas révisé leurs agréments à la baisse, alors même que le nombre d'assistantes maternelles a considérablement réduit. Par conséquent, on n'a pas aujourd'hui une donnée propre qui nous permet de dire voilà combien ça coûte une crèche familiale à la place. C'est un frein vraiment majeur en termes de connaissance du mode d'accueil, ce qui ne nous permet pas aujourd'hui de vous affirmer qu'une place en crèche familiale coûte plus ou moins cher qu'une place en crèche collective. Donc ça nécessite des travaux déjà sur les cas qu'on aborde. Il va falloir faire des études de cas plus concrets, et on commence à essayer de travailler du coup en coût horaire. Sur ce plan-là, on a une certitude, c'est qu'en niveau de solvabilisation par la CAF, une heure d'accueil en crèche familiale est moins solvabilisée en proportion pour le gestionnaire qu'une heure d'accueil en crèche collective. Donc là, il y a évidemment sujet à inspiration pour l'avenir, puisque c'est évidemment dans l'objectif de personne de laisser mourir les crèches familiales. Je réponds un peu en avance à la question d'après. Donc, premier élément de réponse, c'est assez nébuleux. Deuxième élément de réponse, pour ce qu'on sait, c'est moins bien solvabilisé par la CAF à l'heure d'accueil. Troisième élément de réponse, il y a une diversité de cas de figure extrêmement important. Il n'y a pas de vérité sur les coûts selon où on se situe en France, et il n'y a pas de vérité non plus sur le salaire des assistantes maternelles. Il y a des assistantes maternelles en crèche familiale qui, sur le territoire, gagnent mieux que l'assistante maternelle indépendante, et des territoires où c'est l'inverse. Ce que l'on note dans toute cette diversité, c'est que ça décline partout. C'est-à-dire qu'on pourrait dire là où c'est mieux payé en crèche familiale, c'est attractif. Et bien pour autant, les crèches familiales déclinent partout. Ce déclin, il est indifférent au territoire, il est indifférent au niveau de financement de la CAF, il est indifférent au niveau de salaire des assistantes maternelles. Ce que ça nous amène à penser, et c'est l'un des points qui a été négocié dans la COG, c'est qu'il faut des financements, non pas seulement pour rétablir un bon niveau de financement des crèches familiales, qui ne satisferait au fond que les gestionnaires à court terme,
Ce qu'il faut, c'est des financements qui permettent de rénover le modèle et être à l'appui de toute cette réflexion que vous avez citée sur les statuts, par exemple, sur leurs objectifs aussi, par exemple, et puis d'être complémentaires d'autres innovations qui peuvent intervenir dans l'accueil individuel, sans parler de crèche familiale, sans parler de MAM. Il y a peut-être des modèles différents, interstitiels, qui peuvent être la mise à disposition de locaux par les collectivités en direction des associations de crèches familiales. Ça peut être le soutien aux tiers-lieux et aux accueils en dehors du domicile d'une seule assistante maternelle. Voilà, donc il y a 11 millions d'euros à partir de 2024 dédiés au sujet du renouvellement des modèles des crèches familiales et du soutien aux gestionnaires qui s'engagent dans cette voie. Donc là, il y a un soutien assez inédit parce qu'en fait, on ne parlait pas des crèches familiales dans les précédentes COG. Pour autant, attention, ce n'est pas juste une enveloppe qui vise à mieux solvabiliser un modèle qui, de toute façon, aujourd'hui décline. Okay. Juste sur ce renouvellement des crèches familiales, si vous avez des pistes, les uns et les autres, on est preneurs en quelques minutes parce qu'il faut qu'on parle aussi des MAM, mais j'ai la sensation qu'en effet avec les travaux, les rapports, etc., on a des pistes de solutions, on a des fonds qui sont prévus du côté de la CNAF. Quid maintenant de ce nouveau modèle ? Alors, moi, les crèches familiales, c'est un modèle ancien, mais elle peut être valorisée, même en restant telle qu'elle, et en plus, financièrement, mais même pour les pouvoirs publics, il n'y a pas lieu, on peut en créer, voilà, je voudrais avoir une note positive, créons davantage de crèches familiales, mais pas dans 10 ans, demain. Voilà. Ce sera Philippe Dupuis, rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on parle des MAM quand même aussi. Ah, je viens parler des MAM aussi. Non, juste. Non, mais les crèches familiales, après, en rénovation, en tous les cas en piste, nous, c'est ce qu'en tous les cas, on avait espéré, c'est pas passé, on voudrait que ça s'expérimente. C'est le problème du logement, et on revient des problèmes que rencontrent les assistantes maternelles, et notamment la combinaison, justement, ça va peut-être le lien avec les MAM, c'est-à-dire que comment on fait, nous, au sein d'une crèche familiale, pour avoir des logements, des locaux qui sont propriétés de la crèche familiale, ou en tous les cas locataires, et qu'une assistante maternelle puisse travailler dedans, avec le statut d'assistante maternelle. Et c'est toute la difficulté de ce double statut, en fin de compte, où à un moment ou à un autre, on a un double agrément à demander. Et c'est vrai que là, il y a toute une réflexion en permanence par rapport à ça. Et puis après, il faut avoir absolument réglé ces histoires de salaire. Super. Bon, on va peut-être passer du coup aux MAM si vous voulez bien, parce que le temps malheureusement file. Mais on sait que les MAM ont depuis quelque temps le vent en poupe et qu'elles peuvent aussi être une éventuelle solution pour compléter l'offre dans le cadre du service public de la petite enfance. Nadine Pradier, peut-être pour commencer, moi j'aimerais votre avis sur cette question. Les MAM, est-ce qu'on va être sur des structures intéressantes à développer dans le cadre de ce SPPE? Pour vous, c'est des structures d'avenir dans le cadre du service public? En tout cas, je l'appelle de mes voeux, puis je l'espère bien évidemment. On voit qu'effectivement, il y a un fort développement des MAM, puisqu'elles ont multiplié par 3, je crois, en 10 ans. Je parle sous votre couvert, si je peux me permettre. Le modèle est de plus en plus plébiscité par les professionnels, par les familles et par les collectivités territoriales. Donc, parce qu'il y a une facilité d'installation, c'est plus pratique pour les assistantes maternelles de travailler ensemble. Elles luttent contre l'isolement, bien évidemment. Et on apporte plus de flexibilité dans la délégation d'accueil. Et le coût est beaucoup moins élevé, évidemment, qu'une crèche. Pour les collectivités territoriales, ça peut se faire sous forme de mise à disposition de locaux. Alors, il ne faudrait pas céder à la tentation de transformer les MAM en crèches, parce que toutes les normes associées à ces crèches donneraient ferait que les MAM, pour qui la grande force est la simplicité et la flexibilité du modèle, tomberaient. Donc, les professionnels de surcroît dans ce secteur sont accompagnés et souhaitent nous souhaitons créer et pérenniser donc ces MAM avec un CQP. CQP travailler en MAM. Compétences visées, donc c'est la création d'une MAM, sa pérennisation
comment organiser le travail en MAM, en équipe, comment communiquer et accompagner bien évidemment les enfants qui doivent être au centre du débat dans un cadre collectif. Et je dirais que les MAM permettent aux assistantes maternelles également d'évoluer professionnellement parce qu'elles peuvent passer du domicile en solitaire à un cadre collectif. Juste une petite précision, c'est de dire, il a été question tout à l'heure de formation professionnelle. Je voulais juste dire que dans le secteur en 2022, il y a eu 120 000 départs en formation professionnelle, 60% étaient des assistantes maternelles. Non. On en reparlera peut-être aussi dans le cadre de la formation. Je ne serai pas là. Oh, vous ne serez pas là. Mais... Je suis désolée, mais je tenais à le préciser. Vous faites bien. Peut-être Sandra Onisco, sur la question des MAM. Alors, on voit bien que ça représente un certain avantage pour les professionnels de terrain, donc de rupture de l'isolement, peut-être aussi de montée en compétences, comme le disait Madame Pradier à l'instant. Mais quand on préparait cette table ronde, vous me disiez aussi que... les assistantes maternelles qui voulaient s'y engager étaient aussi confrontées à des difficultés, en fait, que ce n'était pas non plus une panacée, quoi. Alors, moi, pas le raccourci, la MAM n'est pas une panacée, parce que déjà, on a un avis. Mais en fait, travailler en MAM, il ne suffit pas de déplacer le lieu pour avoir le même métier aujourd'hui. Je pense que déjà, en fait, c'est déjà un constat et, encore une fois, c'est une réflexion sur peut-être amener effectivement des formations spécifiques, etc. Après, on en a parlé avec M. Roussier, Mme Domingo. Le constat, il est que des porteurs de projets aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident d'avoir un accompagnement dans les CAF. Je dis dans les CAF parce qu'il y a certaines CAF qui ont mis en place des choses et d'autres, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a déjà ce constat-là dans différents départements. Il y a, je sais que le représentant à chaque fois j'en parle, le représentant il y a l'ADAI. Moi, je suis fervent, en fait. L'ADAI, c'est l'Agence de développement de l'accueil individuel, qui est en Seine-Saint-Denis et qui, en fait, accompagne les projets de MAM. Et en fait, l'idée de l'ADAI, c'est pas de prendre la place à la réflexion. C'est très important pour des porteurs de projets. Parce qu'on crée un projet. Donc, il ne faut pas venir plaquer une norme, encore une fois. Mais accompagner les porteurs de projets, ce qu'ils font, c'est que les services de PMI renvoient en premier temps, vous voyez, tous les acteurs, les RPE, etc. Et ça fonctionne parce que du coup, le porteur de projet, il a une multitude d'informations et ensuite, on le renvoie vers les acteurs, services de PMI, CAF, etc. Et ce modèle-là, ça serait bien qu'effectivement, on puisse le normer. Et je vais aller plus loin même. Je pense qu'un modèle comme ça pourrait être normé sur aussi les asthmates à domicile. Je vais m'expliquer. Les relais sont des porteurs, en fait, de proximité. Et on pourrait avoir aussi un porteur départemental pour des questions de typologie sur, par exemple, toutes les personnes qui voudraient devenir assistant maternel. Je vais fermer la parenthèse, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je pense que ce modèle, il pourrait être transposé. Aujourd'hui, les MAM, effectivement, c'est aussi donc un savoir nouveau qu'il faut appréhender. Et elles ne l'ont pas toujours, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais parce que c'est nouveau. Et surtout, dans le 93, ce qu'on voit souvent, parce que j'accompagne en médiation les MAM, c'est quand même une certaine méconnaissance sur les statuts associatifs. C'est-à-dire, on leur demande, et c'est très bien, pas moi, porteur associatif qui veut dire l'inverse, mais on leur demande de créer une association pour différentes choses, mais elles n'ont pas de connaissances associatives. Et du coup, ces statuts ne sont pas souvent adaptés. Or, pourquoi ça devrait être adapté ? Parce que c'est un cadre qui vient réglementer, en fait. Et les difficultés qu'on a dans cette fragilité, elles sont là, aujourd'hui. Elles sont pas que là, mais elles sont là aujourd'hui. Donc, pour moi, en fait, il y a deux choses. C'est, accompagner les porteurs de projets parce que remplir un CERFA, en fait, d'un ERP, où à un moment donné, la MAM est quand même dans un endroit du document, en fait, il n'y a pas de choses vous voyez, enfin, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a des pages où il ne faut pas remplir, des pages où il faut... J'ai appelé 20 personnes dans 20 départements, ils font tous différemment. C'est extrêmement compliqué. Bref. Et ensuite, avoir effectivement des renseignements sur les financements, etc. Ce n'est pas toujours évident. Donc ça, effectivement, c'est la première chose à lever comme frein aujourd'hui. Et puis, effectivement, un deuxième frein, c'est comment, en fait,
on fait d'un groupe de personnes une équipe. C'est pas si simple. Et c'est pas si simple même quand c'est des mâmes qui sont portées par des gens qui travaillent en crèche. Ouais. Donc moi je dis que en fait c'est sympa, il faut pas mettre quelqu'un, il faut pas se dire à un moment donné, vous voyez le raccourci, ça serait dire ouais mais on va mettre quelqu'un à la tête. Mais non, parce qu'on fera pas, on retirera le côté liberté des mâmes. Et du coup il y aura moins de porteurs de projets. Mais c'est une évidence que c'est quelque chose qui s'appréhende. Et c'est pas si simple. Peut-être pour conclure, Pauline Domingo, si vous voulez bien, quelles sont, nous préciser peut-être les perspectives, les pistes d'évolution qui sont prévues pour les mâmes dans le cadre du service public de la petite enfance, et est-ce qu'il y a notamment des choses qui sont aussi prévues pour accompagner les professionnels de l'accueil, parce que visiblement c'est complexe. Oui, peut-être un peu réagir plus globalement sur les sujets MAM, crèche-fa, dont j'ai pas dit un mot. Je crois que donc les crèches familiales, vous l'aviez dit, c'était vraiment des initiatives des collectivités territoriales, des communes. Demain, elles seront autorités organisées de l'accueil de jeunes enfants. Certaines de ces autorités organisatrices, l'offre d'accueil sur leur territoire, c'est 100% d'assistantes maternelles. Et elles savent que d'ici 2030, sans doute la moitié seront partis à la retraite. Quand on a fait la tournée dans le cadre du CNR Petite Enfance, on a vu des mères désespérées, c'est-à-dire qu'ils voyaient leur offre d'accueil fondre comme neige au soleil. Donc voilà, donc du coup, je pense qu'on va proposer avec l'appui de la DGCS sur la base des mesures du comité de filière petite enfance un certain nombre de mesures à la ministre. Ça fait partie, je pense, du dernier train de mesures qui nous manque vraiment sur la petite enfance, d'avoir un vrai plan d'action sur l'accueil individuel. Et donc dans ce plan d'action, moi je veux redire, je pense qu'il y a vraiment le sujet du statut. Donc le statut donc il faut qu'on travaille avec la Direction générale de la fonction publique territoriale, le statut dans le secteur public. On voit les difficultés à appliquer les mesures récentes de revalorisation salariale sur les assistantes maternelles en crèche familiale. Donc le diable se niche dans les détails, mais on a un vrai sujet sur le statut, alors dans le droit public, mais également dans le droit privé. On aura à regarder là où on peut rapprocher les statuts. Sur la diversification des modes d'accueil, des modalités d'exercice, je crois qu'il n'y a pas la volonté d'imposer un modèle sur un autre, c'est plutôt de faire vivre la diversité, de voir que la population des assistantes maternelles s'est diversifiée et donc il faut qu'on accompagne la diversité des modalités d'exercice. Donc c'est vrai que c'est la nouveauté, Guillaume l'a dit, on a des moyens dans la COG et je pense que dans le cadre des discussions parlementaires sur le PJL plein emploi, on aura sans doute des articles sur les expérimentations qui pourront peut-être permettre de tester, y compris en levant des freins réglementaires ou juridiques, pour tester des nouvelles formes. Beaucoup de communes se sont lancées dans les crèches familiales MAM. Elles voudraient tester ce type de structure. Il faut regarder, il faut expérimenter. Ça fait partie du renouvellement. Peut-être aussi les crèches familiales, c'est un bon endroit pour démarrer sa carrière, parce qu'on est dans un cadre sécurisant, il y a de l'encadrement, si on a des questions, on a un référent, donc pourquoi pas. Donc ça, c'est une idée de Guillaume Roussier. Voilà, donc mais je pense qu'il y a une vraie effervescence et on réfléchit vraiment à trouver des expérimentations, des modèles pour restaurer et puis pour aider les autorités organisatrices à conserver l'attractivité de ce mode d'accueil. Donc il va falloir qu'ils se posent la question, les communes, de c'est quoi ma relation aux assistantes maternelles ? Comment j'aide une maison d'assistance maternelle ? Qu'est-ce que je peux leur offrir peut-être en contrepartie en termes de formation ? Est-ce que je peux leur mettre des locaux à disposition ? Voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet pour les collectivités dont certaines n'ont que de l'accueil individuel sur leur territoire. Comment elles vont se saisir de ça et mettre en place le service public de la petite enfance sur ces territoires-là.
Voilà. Et puis pour finir, moi je le redis, c'est beaucoup ressorti dans les échanges. On veut vraiment avancer sur la fluidifier les relations avec les PMI. Donc le comité de filière a proposé des choses, d'avoir des instances de médiation notamment. Voilà, l'ADAI est aussi un modèle très inspirant. Donc je pense que là aussi, ce sera un levier d'attractivité pour ce secteur. Okay. Beaucoup de pistes, hein, on le voit. Malheureusement, on est pris par le temps. Peut-être qu'on peut finir par 2 ou 3 questions dans la salle si vous en avez. Évidemment, et peut-être si vous pouvez aussi nous apporter vos expériences en termes d'expérimentation ou de choses comme ça. Bien, bonjour à toutes et à tous, donc Xavier Madeleine, je représente l'AMF. On a beaucoup parlé des collectivités, j'en suis heureux. Pauline, vous avez ouvert la table ronde en faisant référence à l'article 10 du projet de loi plein emploi, en déclinant les futures compétences pour les collectivités. Dans cet article 10, où il y a une trentaine de pages, et que j'ai relu hier soir, oui, non, je ne suis pas sûr. Oui, parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, ils débattent lundi, donc j'étais au titre de l'AMF interrogé. Vous n'avez pas fait référence au CDSF, donc aux comités départementaux de services aux familles, qui figurent à chaque page. Et vous savez très bien que j'y suis attaché. Alors les CDSF, je pense que la plupart d'entre vous, maintenant, vous savez ce que c'est. Donc ces comités départementaux de services aux familles qui mettent en place les schémas départementaux de services aux familles. Alors pour les collectivités et l'AMF, Elisabeth s'est battue pour ça aussi à une époque, les collectivités sont partie prenante de ces comités départementaux, puisque nous avons une vice-présidence. Je préside moi-même la vice-présidence dans mon département du Calvados. Et donc c'est, à mon avis, par rapport à toutes les interrogations qui ont été émises par l'ensemble des intervenants et de la salle, le CDSF, les schémas départementaux, est l'outil qui va pouvoir répondre à bon nombre de vos interrogations. Pour cela, il faut qu'ils vivent, hein, bien évidemment. Alors les schémas, ils vivent jusqu'en 2025, ceux qui sont en cours. Donc logiquement, ils doivent vivre. Et donc je pense que ça c'est important de le rappeler parce que si le projet de loi qui va sortir fera référence donc aux comités départementaux de services aux familles. Donc il y a un outil, on a des solutions. Et je voudrais juste rebondir sur le RPE, puisque bon, bien sûr, au niveau de l'AMF, on a regardé un petit peu les conséquences pour les collectivités. Je me suis moi-même déplacé, rencontrer ma directrice de la CAF dans le Calvados, que vous connaissez bien, Madame Harley, et c'est la question que je lui ai posée. Et donc, elle m'a assuré, mais vous l'avez dit, monsieur, c'est que les CAF seront dotés de moyens pour répondre aux interrogations et aux craintes des donc, responsables de relais petite enfance. Et c'est vrai. Et je dois dire quand même que cette veille juridique qui inquiète tout le monde, pour les collectivités, la veille juridique, ça fait longtemps qu'on l'a mis en place. Parce qu'on parle de la veille juridique par rapport donc, à la politique petite enfance, mais nous, en tant que maire, on est responsable de tout. Et donc ça fait bien longtemps qu'on a mis en place des juristes dans nos collectivités pour pouvoir répondre justement aux risques juridiques. Et donc cet aspect-là, c'est aussi pour rassurer un petit peu les uns et les autres sur la montée en puissance des responsables petite enfance. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien d'ailleurs de valoriser le métier. Eh bien, ils ne seront pas seuls. Donc, il y aura les collectivités sont responsables et prendront la part entière à l'accompagnement de ces nouveaux métiers. Donc voilà, je voulais un petit peu rassurer l'Assemblée et faire part que je suis très heureux de représenter l'AMF aujourd'hui. Merci, Monsieur Madeleine. On avait une autre intervention au fond. Je vous en prie, Madame. Oui, là on m'entend. Donc je suis Anna Larègle, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis et un lien avec la CAF de la Seine-Saint-Denis. Donc je fais le lien aussi, je suis très contente que le sujet de l'accueil individuel soit évoqué parce que souvent il n'a peut-être pas assez de temps. Je vois Madame Laitier, c'est vrai que c'est un sujet auquel nous on tient du fait aussi du déclin de ce métier, de la nécessité de revenir avec une attitude de développement. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences réglementaires de la PMI, il faut se poser des questions en termes de développement et d'expérimentation.
depuis ma place à l'intersection des deux institutions et où j'ai été au pilotage de l'ADAI également, on a été amené à travailler par exemple avec la FEPEM sur une convention d'appui juridique au RPE de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est le CAF qui nous a délégué ce pilotage-là, de piloter la convention, et en même temps avec le FNAFAM, avec qui nous travaillons constamment sur la question des MAM, la médiation dans les MAM, etc. Ce que je vois, et c'est peut-être ça le message finalement, à l'heure où il y a le SPPE, où nous travaillons, etc., je pense qu'il y a la possibilité de l'expérimentation qu'il faut à tout prix préserver. C'est-à-dire que du moment où on va figer certains choix, ça peut être très complexe ensuite à gérer sur le terrain. Quand on a un département sur lequel le taux de pauvreté est très élevé, le taux de chômage, l'éloignement des femmes du marché du travail, etc. Donc il faut préserver la possibilité d'expérimenter. Je sais que nos RPE étaient en difficulté pour assumer ces rôles juridiques malgré avoir participé à toutes les formations. Je sais que les RPE, ils ne sont pas tous dotés du nombre de TP que Mme Domingo a déclaré, ou M. Roussier, je ne sais plus, 1 pour 57, etc. Voilà. On a des RPE qui ont à gérer 300 asthmates et il y a 1 ETP. Donc, on ne va pas pouvoir du jour au lendemain faire que les villes créent les ETP nécessaires pour que ces RPE ils soient pléthoriques et ultra compétents. En même temps, donc, nous, on a un peu dépassé les frontières entre les institutions. C'est peut-être ça aussi qu'il faut penser. Donc, en travaillant ensemble, la main dans la main, pour tester des solutions et un jeu d'essais-erreurs, comprendre où est-ce qu'on se trompe et où est-ce qu'on pourrait agir autrement. Donc, on a aussi un dispositif « Fais-moi une place » qui a fait passer 1200 familles depuis 5 ans. Et là, on sait que quand c'est Pôle emploi, les services RSA, les associations qui envoient des familles en insertion, on sait bien que les RPE ne peuvent pas le faire. On a demandé, ça fait 5 ans que je suis ça, on a demandé aux travailleurs sociaux, aux services sociaux départementaux, on sait qu'il y a des sujets d'accompagnement de l'embauche d'assistantes maternelles qui est vraiment très pointu. Très pointu, c'est-à-dire que là, non seulement il n'y a pas le côté administratif, mais il y a en plus les aides à décrocher pour que ces familles aient accès. Donc on est très content qu'il y ait la possibilité du CMG modifié, mais ça ne se fera pas tout seul, sauf si vous êtes dans des villes où il y a des CSP+, pléthoriques, etc. Donc tant qu'on a une population moyenne ou pauvre, la masse à assumer est énorme. Donc si on peut garder l'expérimentation pour pouvoir continuer à agir autrement dans les interstices entre les institutions, voilà, c'est la demande que je vous fais. Merci. Bon, j'ai l'impression que l'expérimentation, c'est quand même le mot d'ordre un petit peu de cette évolution du mode d'accueil, des modes d'accueil individuels. Je crois malheureusement qu'on va devoir terminer, parce qu'il est presque 1h et qu'il faut encore que vous ayez le temps de déjeuner. Excusez-moi. Oui, bonjour, excusez-moi. Ah, pardon. Non, désolée. Juste 2 petites questions, beaucoup plus terre à terre par rapport aux intervenants qui ont eu lieu là. Je voudrais revenir sur le propos de M. Guillaume Roussier qui disait qu'avec l'aide à la CAF à l'installation, on attire une assistante maternelle pour 30 ans. Je voudrais lui signaler... Oui, on n'attire pas. Mais je voulais juste, voilà, excusez-moi, mais juste vous dire qu'en fait, nous, on ne travaille pas pendant 30 ans. Parce qu'on a un permis de travailler qui s'arrête tous les 5 ans, au bon vouloir d'une PMI et d'une puéricultrice. Alors, voilà, c'est pas 30 ans. Pour certains, ils obtiennent un diplôme, ils bossent toute leur vie. Nous, on a un diplôme et on le remet en cause tous les 5 ans. C'est pas super, voilà. Et j'aurais voulu préciser aussi à Madame Pradier, qui parle donc des MAM, maison d'assistants maternels. Donc, c'est une maison où se regroupent des assistantes maternelles pour travailler ensemble. Elles ont droit à la délégation d'accueil. Moi, je suis assistante maternelle. Mon mari est assistant maternel. Donc, nous travaillons dans notre maison. Nous n'avons pas de MAM. Et on n'a pas droit à la délégation d'accueil. Est-ce qu'il n'y a pas comme un souci là-dedans aussi sur les termes
Voilà, juste une question. Pourquoi une MAM a droit à la délégation d'accueil et une maison où exercent 2 assistants maternels n'a pas droit à la délégation d'accueil? Juste un point à préciser. Écoutez, j'ai encore pas vu ce point-là, mais certainement c'est une belle expérience. Avec mes collègues, nous allons chercher et vous apporter une réponse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Quand on ne sait pas, je ne vais pas inventer une réponse.